va maintenant bien continuer d'entendre des lauréats de ce palmarès 2024 et évoquer les grands enjeux logistiques et opérationnels dans l'organisation de ces grands événements sportifs internationaux avec 3 lauréats qui vont nous rejoindre. Maintenant, je vais demander à Mathieu Talot de Spartner, à Jérémy Blondin de Playground et à Déborah Stavridis de Wiz Events de bien vouloir me rejoindre pour qu'on puisse poursuivre nos petites discussions. Bonjour, prenez place s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous et toutes. Alors, on a avec nous donc, je vous le disais, Mathieu Talot, directeur event de Spartner. Spartner qui a une expertise transverse sur de nombreux grands événements, avec une année 2023 particulièrement intense, puisque Spartner a accompagné avec un rôle différent selon les événements tous les G-SIT cette année-là. Alors racontez-nous un petit peu cette année 2023 assez incroyable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, c'était une séquence assez dense pour nous. Effectivement, on a accompagné les 3 gros G-SIT de cette année-là. On a commencé par les championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Méribel, où on a travaillé peu de temps, enfin ça paraît beaucoup, un peu plus d'1 an, mais finalement c'est passé très vite sur le pilotage et la gestion de tous les hébergements de cet événement. C'est énorme, ça fait plus de 50 000 nuitées, dans un contexte montagneux que vous pouvez imaginer au niveau de l'embouteillage au niveau hôtelier assez critique. Donc c'était un challenge qui était difficile à relever, mais qu'on a réussi. C'était un très bel événement. S'est enchaîné ensuite les World Para Athletics, donc les championnats du monde d'athlétisme para, qui est le plus gros événement para du monde après les Jeux. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez colossal. Et pareil, là c'est un partenariat avec la Fédération française handisport qu'on a depuis déjà quelques années. On les accompagne sur la plupart de leurs gros événements. Et là, on les a accompagnés sur le soutien à la coordination générale, sur le protocole, toute la gestion des VIP, la restauration, la sécurité, évidemment l'hébergement, le transport aussi. Et là, pareil, avec les contraintes logistiques qu'on peut imaginer, il y avait 500 athlètes en fauteuil, donc il fallait les loger, les déplacer. Donc c'était assez colossal aussi comme événement. Et évidemment, un petit événement aussi en septembre dernier, il y a 1 an, la Coupe du monde de rugby, où là, on est intervenu aussi assez tard. Il y a eu un changement de gouvernance 1 an avant le coup d'envoi. Ça a été un basculement au niveau de la planification. Ils ont lancé un marché public qu'on a remporté en février 2023, donc 7 mois avant le coup d'envoi de la compète. Et là, on est arrivé sur des fonctions qui étaient orphelines, parce qu'il y a il y a énormément de travail qui avait été déjà fait par les équipes du GIP, qui ont fait un travail remarquable les années d'avant, souvent en sous-effectif. Donc on est venu compléter leurs équipes et essayer de mettre un peu de lien dans la coordination des opérations, la direction du pôle Event Delivery. Et c'est peut-être ça qui manquait, c'était un peu de coordination et certaines fonctions qui étaient orphelines, la logistique, les opérations broadcast. Je regarde Jérémy parce qu'il était présent aussi. Et donc voilà, donc une année très très riche en 2023. Ouais, avec cette mise en configuration des stades là, sur les dernières semaines. Vous avez notamment alors, beaucoup travaillé sur cette année 2023, mais 2024 est arrivé assez vite, avec là encore des missions, et notamment la livraison du site olympique du stade Yves du Manoir à Colombes, qui accueillait le hockey sur gazon. Là, c'était un peu différent. Vous nous avez dit que vous avez travaillé un peu dans l'urgence, notamment sur la Coupe du monde de rugby. Là, vous avez pu anticiper un peu ? Oui, alors en 2023, déjà, on travaillait énormément sur Paris 2024. On en a parlé tout à l'heure avec Paname 24, des cycles de planification qui sont déterminants, et la livraison se fait jamais. Un événement, c'est jamais de quelques semaines avant. Des événements de cette dimension, c'est toujours des mois et des années avant qu'il faut les travailler.
Effectivement, sur Paris 2024, on a eu la chance de travailler sur pas mal de dossiers, dont celui d'Yves du Manoir, où on était l'entité de livraison en fait, de Paris 2024, le nouveau modèle de livraison des sites. C'est une aventure qui a commencé au tout début de l'année 2021, avec un cycle plus d'un an et demi de marché pour co-construire avec Paris 2024, qui aussi apprenait en marchant sur ce modèle de livraison. C'était passionnant, très intéressant. Et après, plus de 2 ans de planification sur cet événement. Et on a eu la chance aussi d'accompagner sur le même modèle 4 stades de foot en tant qu'entité de livraison. On a accompagné un exploitant, la Paris Entertainment Company, qui pour La Chapelle et Bercy. On avait des gros dossiers aussi transport, où on a géré plus de 200 autocars pour piloter toute la flotte de OBS et des fédérations internationales. Donc oui, plein de dossiers, plus de 100 RH déployés sur Paris 2024 pour nous. Donc c'était assez colossal et passionnant. Ouais. Là, qu'on comprenne bien, sur Paris 2024, vous aviez la main sur le stade, à l'intérieur du stade, hein, et donc tout ce qu'on pouvait imaginer à l'intérieur, des accréditations, ce genre de choses. En gros, oui, c'est ça. C'est que ce soit pour les 4 stades de foot ou pour Yves du Manoir. On est en copilotage avec Paris 2024, qui reste bel et bien présent au sein du site. Mais tout ce qui se passe in Stadia, c'était notre charge de trouver les bons partenaires, les bons prestataires. On en avait une vingtaine. La restauration, les services de nettoyage, la sécurité, la sûreté du site, toutes les opérations médias, tout l'accueil du public. Et surtout, ce qui a été compliqué, très technique sur Yves du Manoir, on ne se rend pas vraiment compte, on pense que c'est un stade qui est fixe, mais en fait c'était énormément d'aménagements temporaires, avec deux terrains de compétition, 15 000 places à construire, donc c'était un vrai défi d'ingénierie, ce qu'on n'imagine pas forcément, mais c'était extrêmement fin le niveau de granularité dans lequel on est allé pour pas abîmer déjà le bien qui appartenait au 92 et le rendre... Et d'ailleurs, vous êtes encore dedans, non, pour le remettre en état, ou c'est fini ? Ça y est, on vient juste de rendre les clés. On a des petites finitions à faire, mais non, ça y est, on a bien rendu les clés. Là. Voilà, et apparemment, tout s'est bien passé. Donc, tout va bien. Je crois. Jérémy Blondin, vous êtes directeur du pôle Events de Playground. Playground, un acteur de l'ombre, là encore, mais pourtant essentiel à la fluidité de ces grands événements. Vous gérez les flottes de véhicules, les parkings, les zones de stationnement vélo notamment. Vous aussi mobilisez sur ces grands événements, mais aussi de façon plus régulière sur Roland-Garros, avec un outil qui s'appelle Element. Comment, avec lui, vous avez accompagné ces derniers grands événements ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'aventure Element chez Playground a commencé il y a presque 8 ans maintenant, puisque le premier défi auquel on a dû faire face, c'était les championnats du monde en 2017, pour lesquels on a accompagné sur la partie transport, hébergement, restauration. Element est un outil qui permet aux organisateurs... Championnat du monde de lutte, si vous cherchez. Exactement. Element est un outil qui permet aux organisateurs de piloter, manager et de prendre de bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50 000 tableurs Excel qu'on connaît tous, avec plein de colonnes, plein de tableaux, plein de calculs, etc., on apporte cet outil qui permet à l'organisateur de remplacer tous ces tableurs Excel, de gagner du temps, de partager la même vision avec l'ensemble de ses parties internes, de ses salariés, de ses prestataires, et de faire des bonnes commandes au bon moment, et de prendre surtout la bonne décision, parce que dans l'événementiel, le temps, évidemment, c'est de l'argent, et les commandes qu'on fait sont prédominantes, que ce soit en transport, hébergement, restauration ou autre. Donc on a commencé en 2017 sur ces 3 modules transport, hébergement, restauration, et on a accompagné les GESI, mais pas que, d'autres événements aussi, jusqu'à cet été 2024, avec d'autres modules qui ont permis de développer encore cet outil pour les organisateurs. Alors justement, ça a pris quelle dimension pendant les Jeux, cet outil-là ? Qu'est-ce que vous y avez ajouté ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Eh ben, c'est vrai que l'Everest, en tout cas le cœur de notre logiciel qu'on a développé depuis plusieurs années, de par les besoins des clients, c'était le module transport, puisque grâce à notamment Roland Garros qui nous fait confiance depuis 5 ans, on a réussi à le développer année après année, grâce aussi à la Coupe du Monde de rugby, aussi à la Coupe du Monde féminine de foot 2019, on a réussi à développer un module transport en restant humble, on peut dire exceptionnel, puisqu'on a réussi à le mettre au service du COJOP cet été. Et grâce à cet outil, on a pu manager 3000 véhicules, environ 75 000 personnes,
pour un total de plus de 150 000 transferts sur l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques. Le vélo aussi, avec des places de stationnement Effectivement, vélo. en parallèle de ça, on a pu collaborer avec le COJO, mais aussi les collectivités locales sur tout ce qui est mobilité douce, puisque Playground appartient à un groupe qui s'appelle CITEC, qui est expert en mobilité douce à l'international. Et donc aussi, on a une grosse accentuation sur la mobilité douce pour l'avenir. Et donc, on a pu manager plus de 20 000 places de stationnement de vélos dans Paris Intramuros et aussi Paris Nord, autour du Saint-Denis. Vous l'avez dit, vous participez à ces grands événements. Vous avez aussi des événements plus réguliers tels que Roland-Garros. Lesquels aident les autres pour s'adapter en fait? C'est à travers les grands événements qu'on met des choses en place pour Roland-Garros ou c'est l'inverse? C'est effectivement une très bonne question, puisque en fait, tous les éléments qu'on met nous permettent de faire évoluer le logiciel. Il a commencé il y a 8 ans, encore une fois, comme j'ai dit, mais chaque année, les clients nous demandaient des nouvelles fonctionnalités auxquelles on répondait. Et aussi, en plus, nous, en interne, ces nouvelles idées des clients nous apportaient à nous-mêmes du grain à moudre, en fait, quoi qu'il en soit, qui nous permet de... On a tout un listing de développement qu'on a envie de faire sur le transport, mais aussi sur l'hébergement, la restauration et sur d'autres modules que vous avez dû voir précédemment, comme les hospitalités, la livraison, etc., qui nous permet d'avoir une liste quasiment infinie maintenant d'envies de développement de fonctionnalités et qu'on utilise soit sur nos événements propres, puisque Playground aussi est organisateur d'événements et on l'utilise sur nos événements, soit auprès de demandes très spécifiques de clients. Merci pour ce témoignage. Déborah Stavridis, vous êtes chef de projet pour WizEvent, chez WizEvent, et vous, en tout cas, WizEvent a été en charge de la sécurisation et des contrôles d'accès, on va le dire, hein, à très grande échelle, en amont de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La première, en l'occurrence, celle où il fallait ces fameux QR codes. Alors racontez-nous un petit peu en détail ce que vous avez mis en place. Bonjour à tous. Du coup, nous, WizEvent, notre client, c'était la préfecture de police de Paris. Et le projet, c'était de pouvoir sécuriser les accès sur les 9 km de Seine pour la cérémonie d'ouverture. Le projet était vraiment de pouvoir délivrer donc les QR codes, donc les fameux passe-jeux, après inscription des personnes sur la plateforme, que ce soit des résidents, des travailleurs ou des simples visiteurs temporaires. Après donc l'examen de leur dossier, on émettait ou non ces fameux passe-jeux et on procédait aux contrôles, donc les contrôles d'accès sur la période pendant 10 jours en H24. En effet, on avait un petit setup intra-préfecture de police. Donc, Il y avait le bureau des légendes, il avait un nom celui-là ou non? Pas du tout. Pas donné de on ne l'a pas nommé. Donc le projet était assez de grande ampleur. Nous avons eu un peu plus de 2 millions de personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme. On a été interfacé avec donc, le ministère de l'Intérieur afin que les identités des personnes inscrites puissent être validées et que la délivrance des passe-jeux puisse avoir lieu. Donc c'était assez costaud. Et pour le contrôle d'accès, on avait pour la cérémonie d'ouverture environ donc 400 pénétrantes, donc 400 points d'accès autour de la scène où on devait opérer les contrôles en H24. Et ce, avec une évolution, j'imagine, une adaptation sur les 10 jours qui ont précédé la cérémonie? Exactement. Donc, c'était un périmètre assez mouvant qui est un peu lié à l'enjeu sécuritaire. Les contraintes, donc les dérogations d'accès pour les usagers étaient assez changeantes également. La synchronisation de nos appareils en temps réel permettait de pouvoir s'adapter à ces évolutions du projet et en même temps permettre, quand nous avons eu donc l'élargissement de la zone, notamment au niveau du Trocadéro pour le jour J, de pouvoir avoir en place une solution fiable et un périmètre donc sécurisé. Alors, par le passé, hein, vous avez déjà accompagné de grands événements, le Vendée Globe, l'Euro 2016 et le championnat du monde de ski. En quoi c'était différent cette fois-ci? Première chose, on a été donc contacté il y a un petit peu plus d'1 an pour ce projet. Il y a eu pas mal de discussions, mais le marché a abouti donc courant du mois de janvier avec une livraison du projet pour début mai.
Et tout ça avec de fortes problématiques liées à la sécurité. On a dû énormément travailler sur les aspects cyber afin que du coup les données des utilisateurs puissent être protégées puisqu'ils déposaient notamment leurs pièces d'identité. Donc on a eu pas mal d'audits à pouvoir réaliser. Il y a eu aussi relativement beaucoup d'évolutions puisque c'est un projet qui a changé dans sa dimension tout au long des 3 mois. Donc, première chose, en parallèle donc, de notre cœur de métier, billetterie, on a également mis en place donc, un support téléphonique, la hotline technique et informationnelle dédiée aux usagers, donc multilangue, qui a permis de pouvoir aider dans le processus d'inscription. On avait une flotte d'agents mobiles pour le déploiement et assurer la maintenance sur ces points de contrôle. Ils étaient en scooter dans Paris, ça change un petit peu. Et en parallèle, on avait, en plus du pass-jeu, un déploiement sur le Club France avec quasiment l'intégralité de nos solutions. On effectuait la billetterie, le contrôle d'accès, le paiement notamment sur food and beverage grâce à notre solution et l'accréditation staff et partenaires, tout en ayant en fait l'activité habituelle, Classique. le pic d'activité qui a lieu pour nous durant la saison d'été. 1000 événements sur la période, plus les jeux. Exactement. Ou les Ça jeux fait beaucoup, plus 1000 événements. Ça fait beaucoup d'humains impliqués sur ces projets. On a beaucoup parlé de ces années 2023-2024, Mathieu Tallot. Quand on a 2 années aussi intenses que ça, est-ce qu'on a le temps de cerveau disponible pour préparer la suite ? Il faut. On en a. Enfin, je pense que tout l'écosystème devait et y a pensé. On se doit déjà de livrer correctement tous nos événements récurrents au même niveau que ce qu'on faisait avant. Donc ça, c'est la première chose. Et 2, réfléchir au coup d'après. On n'a pas le choix. On l'a dit, c'est éphémère. Alors oui, on a vécu collectivement une séquence inédite, inoubliable et incroyable. Mais là, l'épicentre des méga-events, alors il va y avoir des GESI en France et ça va continuer. On est une terre d'accueil de GESI, on va le rester. Mais l'épicentre va un peu se déplacer là, sur les prochaines années. Sur d'autres territoires, au Proche-Orient, enfin dans les pays du Golfe, pardon, en Australie, aux États-Unis évidemment. Et voilà, il faut s'adapter. Ce qui est très important, ce qu'on a pu faire, les réflexions qu'on a eues en amont, c'était de se dire comment est-ce qu'on transforme l'essai et comment est-ce qu'on profite de l'héritage des jeux pour essayer de s'exporter à l'international. Et c'est en fait assez naturel, puisque pour livrer ce qu'on a livré sur les jeux, on est obligé de s'entourer d'expertise internationale, de partenaires internationaux. Et donc cette connaissance et cette fibre qu'on a développée, on essaye maintenant de la concrétiser sur d'autres territoires. Et évidemment qu'on y a pensé. Et c'est maintenant, faut le rendre concret, quoi. Ouais, le rendre concret avec, vous l'avez dit, des partenariats, des relais locaux pour bien vous accompagner sur ces nouveaux territoires. Après l'enchaînement des GESI en France, Jérémy, pour vous, le terrain de jeu, il reste sur les grands événements sportifs. Vous allez voir d'autres événements ? Alors c'est vrai que on parle beaucoup d'héritage, on en parle à l'instant. Nous, notre première réponse a été notamment de développer un outil le plus performant possible qui puisse répondre aux GESI, mais pas que, ce qui nous permet de travailler avec des événements de toute taille, n'importe quel type d'événement, à partir du moment où vous avez un dispositif transport, un dispositif restauration, hébergement, à partir du moment où en fait votre mémoire ne suffit plus à retenir combien de personnes, quel service pour telle personne, il vous faut un tableur Excel, notre outil s'adapte. Donc c'est vrai qu'on est fixé vers les GESI, mais pas que. On a aussi envie d'apporter cette plus-value, parce que le plus dur dans les logiciels, en tout cas le nôtre, et comme je suppose la plupart,
c'est la partie développement. C'est ce qui demande le plus de temps, c'est ce qui demande aussi le plus de coûts, parce qu'il faut tester, retester, re-retester plusieurs fois. Et ça, on a eu la chance de le faire ces dernières années. Et donc, du coup, on peut apporter cet outil à des organisateurs qui penseraient en tout cas ne pas avoir les moyens, mais en réalité, avec cet outil, ils le peuvent. Voilà, tout le monde peut faire appel, à vous. L'étranger, c'est un terrain de jeu qui pourrait être pour vous? Effectivement, c'est un terrain de jeu qu'on a travaillé depuis des années aussi et qu'on continue d'accentuer. On a déjà eu l'opportunité de travailler en Afrique, de travailler en Italie et ça fait partie des marchés qu'on continue à pousser pour compléter. Et surtout que la chance maintenant aussi de ces derniers événements, notre outil commence à être connu à l'international. Et mine de rien, on est quand même dans une niche, hein, en tout cas dans les parties logicielles, qui nous permet de discuter avec d'autres comités d'organisation étrangers. Ouais. Los Angeles, ils vous ont parlé ou... On verra comment On ça verra. évolue, mais en tout cas, C'est encore un peu tôt. on verra un peu Et tôt. puis bon, le contexte va peut-être fortement bouger avec tout ce qui arrive en ce moment. Déborah, c'est un tournant pour With Event, les Jeux Olympiques et Paralympiques? Forcément un petit peu. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est reconnu comme entreprise capable de pouvoir déployer des événements de grande ampleur dans un contexte avec des problèmes de sécurité assez forts. On travaillait déjà avec les services de l'Élysée ou les services du Premier ministre, mais le fait d'avoir mené le pass-jeu vient amener une nouvelle pierre à notre expertise. Disons que ça ouvre un petit peu un champ des possibles sur des événements internationaux de type institutionnel. On ne sait jamais s'il y a une nouvelle COP ou un G7 en France. On pourrait potentiellement amener notre expertise pass-jeu avec sécurité sur ce genre d'événement. Pour l'international, c'est un peu plus compliqué. On a notamment le sujet de la protection des données de nos utilisateurs, où selon les pays, on ne peut pas forcément les protéger de la même manière qu'en Europe. Donc voilà. Et ça peut être un frein, en effet. Ça peut être un frein. Mais l'avantage, c'est que avec les avantages du pass-jeu, donc les volumes d'inscription, le volume de pièces justificatives traitées par nos équipes, on est quasiment à 4 millions de justificatifs examinés, traités, quasiment à 2 millions de scans sur la période pré-cérémonie d'ouverture. On gagne en crédibilité vis-à-vis de l'extérieur et puis en interne, disons que c'est un petit peu fédérer les équipes, faire face à ce genre de défi avec une complexité telle, ça permet d'un peu resserrer, participer à un projet brandé Jeux Olympiques, qui est une marque mondiale, forcément c'est toujours assez agréable. Donc oui, il y a eu un petit tournant. Il y a eu un petit tournant, il y a beaucoup de fierté. En tout cas, on l'entend chez chacun d'entre vous d'avoir participé à ces derniers grands événements sportifs, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bravo, puisque vous êtes lauréat de ce palmarès 2024. On vous retrouvera sur la scène à 17h30 tout à l'heure avec l'ensemble des lauréats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.